Non, nous c'était plus gros quand ça a été fait. Ouais, c'était énorme. Non, mais ouais, allez, il y en a deux qui arrivent. Il y en a une autre qui arrive. Ouais. Papa, il y en a une autre. Deux autres, non? L'autre, elle vient dedans. Hein. Non, mais elle était pareille là-haut. Maman, en fait, il y en a deux autres qui arrivent, regarde dedans. Oh, des trucs bizarres là qui se passent là. En Sologne. Comment ça se fait? Non, mais t'es sérieux? Oh non, mais vas-y. Non, non. Il y en a trois autres. Ah ouais, c'est celui-là. Il y en a trois. Oh la vache. Il y a des trucs bizarres Il a là. mis des météorites ou quoi? Non, une météorite, ça part pas du sol. Ça part pas du sol. T'as vu ce qu'il a fait le Ouais, elle croise. Elle a fait un truc comme ça? Alors, il est quelle heure là? Je sais pas. Non, mais là-bas, ça fait bizarre. Ça fait pas mourir, papa, c'est bon, tranquille. Mais non, faut mourir, on va reboire un coup. Voilà, quelque chose de bizarre qui se passe à la Meute Beuvron. Illuminati mec. Et j'avoue, ça fait un triangle vieux. Illuminati gros. Voilà, on sait pas de l'intox. Hein. T'as vu comment ça C'est, part on est épaté. Alors depuis 10 minutes, il y en a eu 4 qui sont passés et là ça revient. Ça s'arrête en plus. Voilà. En plus ça s'arrête un peu et ça retombe. Je peux pas zoomer malheureusement, mais c'est assez énorme. Mais pourquoi tu parles? Pourquoi il parle comme ça alors? Parce que c'est pour. Eh, c'est pas un documentaire, hein? Il a cru que c'était France Gall sur TF1. Non, mais ça fait bizarre, ça fait comme On est en direct, je trouve. Ah, c'est vrai que c'est bizarre aussi. Attends, je vais chercher mon portable. Ah, ça se croise. Vas-y, touche-toi, touche-le. Oui, tu y es. Mais ça peut pas se toucher, t'es con. Pourquoi? Mais ça peut être comme ça. Et ça se croise, ça, c'est bizarre. Ouais. C'est un gros Ça se triangle suit. qui est bizarre. Moi j'en veux en voir d'autres qui décollent. C'est vrai que c'est bizarre. Ça reste en fond. C'est des extraterrestres? T'as vu, ça reste en fond. Les mecs de regarde. Et à partir de Un homme presse le pas en cette soirée du 7 novembre 1990, rue Mansfield à Montréal. Il est 21h10. Si son regard se porte inlassablement vers le sommet des édifices du centre-ville, c'est qu'il se déroule dans le ciel montréalais quelque chose d'insolite. Notre homme s'arrête au Hilton de la place Bonaventure, il y traverse promptement le hall d'entrée et se dirige tout droit vers les ascenseurs. Cet hôtel du centre-ville se distingue par sa piscine fonctionnelle les 12 mois de l'année, aménagée sur le toit de l'édifice. Mais en cette soirée de novembre, il s'y trouve plus de curieux que de baigneurs. Une trentaine de personnes sont là, les yeux rivés sur un étrange objet volant, immobile au-dessus de leur tête. L'engin ressemble à une sphère aplatie, faite d'un métal sombre et poli. Tout autour, des lumières ambres jettent des reflets verts et jaunes à travers les nuages. Fébrile, l'homme place son appareil photo sur un point d'appui et tire quelques clichés. Marcel Laroche, journaliste au quotidien montréalais La Presse, est loin de s'imaginer que ces clichés deviendront les pièces maîtresses de l'une des plus étonnantes observations d'OVNI de l'histoire du Canada.
Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venus sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Selon le rapport rédigé par la GRC, entre 2 et 5 lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire ont été aperçus dans le ciel à compter de 20 heures. Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui n'est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Ce soir-là, vers 19h, les usagers de la piscine de l'hôtel Hilton Bonaventure remarquent la présence d'un grand objet volant entouré de 7 ou 8 lumières ambre. L'objet est tout à fait silencieux et se déplace très lentement de l'édifice de la Bourse vers l'hôtel. Pour certains, l'apparition rappelle ces ovnis dépeints dans le classique Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Intrigués, ils en informent la direction de l'hôtel. Bientôt, la terrasse grouille d'une agitation particulière. Vers 20h, la direction de l'hôtel informe la police de la communauté urbaine de Montréal qui y dépêche une autopatrouille. L'agent François Lippé arrive sur place quelques minutes plus tard. Comme tous les témoins qui sont présents, il ne peut que confirmer la présence de l'objet. Ce dernier, à présent tout à fait immobile, est visible depuis maintenant près d'1 heure. Vers 19h30, un des policiers de mon groupe m'a appelé à mon poste pour me demander de me rendre sur les lieux parce que là, il pensait que c'était un événement assez spécial qu'il était en train de vivre. Il s'en allait là prendre un rapport de plainte quelconque, mais il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était assez inusité. Moi, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté la même chose que mon policier m'avait donné au téléphone comme information. Pensant ainsi trouver réponse à ces questions, l'agent Lippé contacte les contrôleurs des aéroports de Dorval et Mirabel. Malheureusement, les radars des 2 aéroports ne décèlent rien d'autre que des appareils du trafic régulier. En noirceur, c'était bien difficile d'évaluer la hauteur. On savait que c'était quelques 1000 pieds là, à l'œil, mais on ne savait pas non plus exactement. Puis au téléphone, le contrôleur m'informe que sur le radar, actuellement, il y avait un cargo numéro XXX qui passait au-dessus du centre-ville. Puis effectivement, moi j'étais à l'extérieur avec le téléphone sans fil et je voyais l'avion passer. Mais l'avion passait sous l'objet. Fait que j'ai demandé, j'ai dit à quelle hauteur quel est ton avion? Fait qu'il dit à peu près 6400 pieds. OK? Mais j'ai dit, c'est quoi qu'il y a au-dessus? Fait que lui, il me dit, ben, j'ai rien. Lui, il n'y avait aucune apparence sur son radar, comme quoi il y avait quelque chose d'autre que l'avion qui passait. Si les appareils radars de l'aviation civile ne détectaient rien, peut-être que ceux de la base militaire de Saint-Hubert avaient-ils repéré cet objet étrange. Au terme de leur entretien, l'agent Masson a la conviction que le contrôleur lui a caché certaines informations. À ce moment-là, il y avait le mille de la Gauchetière qui était en construction. Puis il y avait déjà, lui, ses tours, puis tout le système là, de grues pour monter les marchandises. Lui, il y avait beaucoup de grosses lumières blanches là, pour éclairer le chantier de construction. L'agent Masson ordonne donc que l'on fasse éteindre ces puissants projecteurs. Les grosses lumières se sont éteintes et puis l'objet est resté identique dans le ciel. C'était pas un reflet. Fait que là, j'étais encore de plus en plus sûr que c'était vraiment quelque chose de métallique qui était là, puis c'était très gros. Le ciel étant de juridiction fédérale, il existe à la GRC une procédure pour les cas de déclaration d'OVNI. Un agent fédéral fut donc dépêché à l'hôtel sans tarder. J'ai contacté les aéroports et les militaires, j'ai parlé avec le colonel en charge des opérations à la base de Saint-Hubert. On m'a assuré qu'il n'y avait aucune opération militaire en cours. J'ai également vérifié avec les tours de Mirabel et de Dorval pour voir s'ils avaient quelque chose sur leur radar. Là encore, la réponse a été négative. Lui, il a appelé l'armée et lui, il avait probablement un code d'accès, je sais pas quoi, mais lui, il a été écouté comme faux, puis
Je vous dirais à peu près le temps d'un F-16 ou un F-18 là, qui partent de Bagotville, qui passe au-dessus de la place Bonaventure, peut-être 14, 15, 16 minutes. On a entendu, on l'a pas vu, mais on l'entendait très bien passer. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos, puis tout ça. Laroche, Béliveau! Vers 20h45, le chef de pupitre du quotidien Montréal et la Presse propose à Marcel Laroche de faire un saut à la place Bonaventure avant de terminer son quart de travail. Parallèlement, l'agent Luc Morin de la GRC contacte Environnement Canada, où on lui indique que l'épaisse couverture nuageuse à travers laquelle on peut voir l'engin fait entre 1000 et 1500 mètres d'épaisseur. C'était immense, parce que l'évaluation de la hauteur était entre 8 et 10 000 pieds. Puis c'était énorme au-dessus de nous autres. Puis c'était très haut. Puis juste pour un peu situer les téléspectateurs là-dedans, si, exemple, ça l'aurait eu à atterrir sur la Terre, si on prend, exemple, un stationnement, là, comme le stationnement de la place Versailles, là, je ne sais pas s'il y a eu assez de place pour que ça l'atterrisse puis que ça s'installe là, ou ça se stationne sur un terrain. C'était immense. Vers 22h30, l'objet se déplace vers l'est de la ville. Revenant chez lui vers 23h, Pierre Caumartin va lui aussi apercevoir l'objet. J'ai vu un objet étrange, juste au-dessus de la tour illuminée du stade olympique. L'objet se déplaçait dans le même sens que moi, en direction est. Il paraissait très gros, et je suis sûr que ce n'était pas un dirigeable. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais rien vu de pareil. Caumartin croit avoir affaire à un engin promotionnel bordé de puissants projecteurs. Les lumières étaient très puissantes, très grosses. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à entendre le bruit que faisait l'objet. C'était comme une modulation. C'était très rythmé. L'objet se déplaçait aussi de façon très étrange. Il demeurait immobile un instant, puis glissait d'un seul coup, un peu plus bas. Les photos prises ce soir-là par Marcel Laroche furent envoyées au Dr Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Ames de la NASA. Suite à l'analyse des négatifs de Laroche, le Dr Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à 3 dimensions. Il en ressort aussi que l'appareil évoluait à une altitude variant entre 1000 et 2700 mètres et que son diamètre était d'environ 540 mètres, soit l'étendue de 5 terrains de football. L'étude réfute donc l'hypothèse de l'aurore boréale ou d'un quelconque phénomène astronomique. Il est malheureusement impossible à ce jour de connaître le résultat des vols de reconnaissance des appareils F-18 de l'armée canadienne. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers municipaux et par ceux de la GRC, sont devenus dès le lendemain officiellement inaccessibles. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain, ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel montréalais. C'est sans plus d'explication que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien. Deuxième dossier consacré donc aux extraterrestres ce soir, avant la première diffusion sur une chaîne de télé au monde. C'est sur Canal ce soir à 23h de E.T. Alors, Janine Pointel, combien avez-vous rencontré d'extraterrestres? Alors, des extraterrestres, j'en ai rencontré 3, mais par contre, j'ai vu en tout 27 ovnis. Alors, c'est une aventure, je sais, ça paraît bizarre de vouloir la partager,
mais parce que ça paraît farfelu. Et pourtant, c'est la vérité. Alors, la première fois où j'ai pu voir un ovni, officiellement, c'était le 12 juillet 1967. J'étais à bord d'un avion russe, Ilyushin. Et il décollait du Bourget. Et quelques 20 minutes après le décollage, nous avions une soucoupe volante toute petite, telle qu'on les voit habituellement, un blanc argenté, qui survola l'avion pendant 18 minutes. Alors bon, quand je suis arrivée au bout de mon parcours, on m'a dit il faut témoigner parce que l'Observatoire a lancé un appel aux habitants de l'Île-de-France de bien vouloir dire ce qu'ils auront vu dans le ciel. Et moi j'étais folle de joie d'avoir vu cette soucoupe volante, j'étais folle de joie. Ouais. Bon, vous avez vu 23 fois des, oui, alors je vais en fait que 2. Ouais. Oui, 23, ce qui est intéressant, peut-être le plus rare, parce que je crois que c'est l'extraterrestre. J'ai bien compris, ouais. J'ai bien compris, c'est aussi le plus difficile. Quand avez-vous rencontré le premier extraterrestre? Eh bien, le premier extraterrestre, moi je l'ai rencontré il y a 3 ans, la veille de la Toussaint. Et ça s'est passé, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je fus tirée de mon sommeil tout à fait par hasard, sans savoir comment j'étais éveillée. Et dans ma fenêtre qui est face à mon lit, qui est très grande, celle-ci s'est transformée en téléviseur. Et j'ai vu dans un hologramme un homme qui a simplement fait ce geste. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais il a simplement fait ce geste, voilà, les 2 doigts comme ça, mais dans ce sens-là, voyez-vous. Et il a parlé entre ses doigts. Mais je n'entendais rien. Je voyais qu'il articulait, je n'entendais rien. Ah, vous ne savez pas ce qu'il Je ne sais pas du tout, c'était peut-être un message télépathique, je ne savais rien. Et ensuite, donc il m'a comme hypnotisé, si vous voulez. Alors, je vais vous le décrire. C'était un homme comme l'était rien, quoi. C'était un homme avec des cheveux tout à fait normal, oui, un homme au teint comme le nôtre, etc. Mais un air très, très sévère. Et il n'avait rien. Et alors, il avait les cheveux coupés, une raie sur le côté, des cheveux châtain clair, très courts. Et il avait l'air, des yeux enfoncés noirs. Mais enfin, il nous ressemblait, mais il avait plutôt l'air, si vous voulez, d'un militaire. Seulement, il n'avait pas... Non, il n'avait pas de moustache ni rien, il était imberbe. Et après, je suis restée donc dans un état j'ai été désorientée pendant 3 jours. C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu le sens de l'orientation. Alors ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier que j'ai vu. Est-ce que les 2 autres, vous en avez vu 3, hein, oui. Est-ce que les 2 autres, vous avez eu un contact direct, un dialogue, un contact direct. Physique même? J'ai un contact physique, oui, c'est ça. Enfin, ça s'appelle comme ça. J'étais dans le train qui reliait Saint-Étienne à Lyon. Et je monte dans ce train et une intuition me vient tout de suite. Vous savez, c'est assez curieux de dire ça. Une intuition me vient. Regarde cet homme qui est devant toi, 2 rangs devant toi, il va se retourner et regarde-le bien. Bon. Au même moment, il va se lever, il va aller dans le porte-bagages, etc. Au même moment, cet homme se lève. Alors je vois un athlète, il est habillé en beige, enfin bon. Il se lève, il prend dans le porte-bagages sa serviette et il se retourne et il me regarde. Et alors là, j'ai eu un choc parce que je vais vous dire, celui-ci avait des yeux différents des nôtres. C'est-à-dire qu'il avait des yeux verts tellement pâles que moi, ça m'a fait un malaise, vous voyez. Puis alors ici, ils étaient retroussés, obliques là, vous voyez. Et alors, il n'était pas commode du tout, parce qu'il a remis des gens en place dans le train, et il a dit ceci après. Vous m'empêchez de préparer mon rapport pour l'aérospatiale de Lyon. C'est peut-être un employé de l'aérospatiale. Ben, oui, mais je le crois. Oui, mais il n'avait pas une tête. Non, mais il m'a impressionné, je vous assure. Il était roux. Mais il ne vous a pas parlé directement à vous, et le contact physique, ce n'est pas avec celui-là, c'est avec le troisième. Le troisième, non, c'est surtout celui que je vous ai dit, que j'ai vu dans un hologramme. Ouais. Je sais que ça paraît très curieux, il faut beaucoup de courage pour en parler, vous voyez. Ouais, bien sûr. Parce qu'on peut penser qu'on a des... J'ai dû subir des électroencéphalogrammes. Ils ont tous été bien, parce que je finissais par douter de moi. Et j'avais des maux de tête aussi, il faut dire. J'ai eu des maux de tête, des céphalées qui ne passaient pas. Et puis après, mais pendant 10 ans, je n'étais pas très bien. Hein. Et là, ça va? Je ne me sentais pas bien sur la Terre, et maintenant, ça va. Ouais, ça va. Oui, ça va. Le troisième que vous avez rencontré, alors j'aime autant ne pas en parler. Pourquoi? Non, ça me gênerait. Je crois que là, j'ai déjà dit le maximum. Parce que si, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Vous avez peur d'en parler? Oui, peut-être. Je voudrais vous dire quelque chose, monsieur. C'est que à Juan-les-Pins, il y a 3 ans, dans le ciel de Juan-les-Pins, à 10 h du soir, un objet volant merveilleux a tenu la foule en haleine. Vous voyez, tous les touristes, tout le monde. C'était une énorme lune qui avançait dans le ciel et qui a décrit un 8, mais en forme carrée. Alors tout le monde a crié.
alors, je suppose que c'est comme à Fatima, quoi. Sauf qu'à Fatima, c'était le soleil, et puis alors, c'était splendide. Et je crois que si tous les auditeurs, si tous les téléspectateurs voulaient se donner la peine de regarder le ciel chaque jour au moins 5 minutes, que ce soit à Paris ou ailleurs, ils verraient des ovnis. Alors, on va entendre le témoignage de Hugo Nart. Vous avez été, la première affaire, ça remonte en 79, vous avez été attaqué par des MIB. Oui, c'est-à-dire que... Alors, dites-moi vite ce que c'est d'abord les MIB. Les MIB, ce sont les Men in Black, dont les hommes en noir, que l'on retrouve aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, même en Russie, qui sont des êtres, entre guillemets, qui échappent à tout contrôle gouvernemental ou paragouvernementaux. Mais comment sont-ils faits? Eh bien, écoutez, la description des États-unis correspond systématiquement ceux que vous avez vus, à ce que j'ai vécu moi, parce que j'emporte des traces sur le corps, je tiens à le dire, ça, pour le montrer à l'antenne. Grand, environ 1m80, 1m85, chapeau noir, costume noir, cravate noire, chemise blanche. Fait comme nous. Une sacoche d'huissier, oui, tout à fait. Sacoche d'huissier. Oui, et donc j'avais comme témoin ma concierge, juste pour faire un petit flashback sur l'affaire. Quelques temps auparavant, vous parliez de Saint-Amand-Montrond, merci pour l'escalier. J'avais été faire une enquête sur Saint-Amand-Montrond où il y a eu un contacté premier, deuxième, troisième type. J'ai fait cette enquête-là et au retour, donc ayant une envie humide pour s'intégrer, nous étions arrêtés donc en bordure de route. Quand environ 50 mètres de nous, il partit une boule blanche. Je ne dirais pas que ça avait une forme lenticulaire, c'était une boule blanche uniquement. Dans cette fulgurance, c'est parti à toute vitesse, ça formait donc un angle droit. Et à la trace présumée de là où la chose était partie, on a découvert donc une trace au sol. On a fait des photos, des prélèvements positifs et négatifs. Et je suis rentré sur Paris. Et je dois dire que l'histoire se passait donc juste à côté de Saint-Amand-Montrond. Et pour la petite histoire, tous les journaux, tous les médias à l'époque en ont parlé. À Saint-Amand-Montrond, il y a un château qui appartient à M. Raymond Barre. Et on sait que ce sont des responsables de la trilatérale qui travaillent avec la MJ12, donc aux États-Unis. Je ne suis plus là. Oui, on retrouve dans le phénomène OVNI une connotation politique. C'est-à-dire que Raymond Barre est un extraterrestre? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. De toute façon, non, ce que je tiens à dire, c'est que je ne fais que rapporter des faits. Tous les journaux, de quelque tendance que ce soit, ont sorti à l'époque, donc, tout l'organigramme de la trilatérale. Et il y avait donc à la tête... La trilatérale, c'est quoi alors? C'est un groupuscule qui est chargé de certaines choses. Il y a un très gros rapport financier, puis en même temps d'occulter certains phénomènes, qu'ils soient OVNI ou pas OVNI. Et on sait que M. Raymond Barre est là-dedans. Raymond Barre et Harry Kissinger aux États-Unis, les patrons du MJ12, ils sont très amis ensemble en France. On les voit souvent en France ensemble. Et donc, au retour, j'avais appelé le GEPAN, et quand on appelait le GEPAN, il faut tout décoder. On a beau sur Canal, le GEPAN. Bon, le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés, aérospatiaux non identifiés. Et à l'époque, donc, j'appelais le GEPAN. Et je tombais sur un répondeur, ça se passait systématiquement comme cela. Depuis, je ne sais pas comment ça se fait avec le CEPRA. J'ai appelé, je suis tombé sur un répondeur, il a fallu que je laisse mon numéro de téléphone. J'habitais dans 12 rue Gagnon, dans le 18e arrondissement. Et pour la petite histoire, j'étais pas qu'enquêteur, j'étais donc avant tout musicien et chanteur. Et j'ai laissé mes coordonnées sur le répondeur, on m'a rappelé, puis on m'a dit simplement est-ce que j'avais fait des prélèvements. J'ai dit oui, dans des conditions pas tellement scientifiques, mais j'avais fait des prélèvements. À la suite de cela, je suis parti en tournée. Et en revenant, ma concierge, donc c'est là que toute l'histoire a commencé, où je reviens au MIB. Ma concierge me dit, voilà, il y a quelqu'un qui est venu te voir, il faudrait quand tu prends rendez-vous, de laisser tes coordonnées. Et elle m'a dit, normalement, il a laissé une carte sous ta porte. Je suis arrivé chez moi, donc il n'y avait pas de carte. Le lendemain, j'ai voulu ouvrir donc, le classeur que j'avais pour étudier mes documents. Tout avait disparu. J'étais devant ma concierge, elle m'a donné le signalement que je vous ai écrit. Et l'histoire se serait arrêtée là si 15 jours plus tard, je travaillais dans un cabaret, je termine à 2 h du matin, je rentre chez moi et la rue Garnon est en sens interdit. Quand tout à coup, une voiture a foncé, je ne sais pas d'où la surgit, plein phare. Je me suis trouvé quand même à l'hôpital et je puis vous montrer simplement ceci. J'ai quand même 40 points de suture à l'épaule. Il a fait 11 interventions chirurgicales. La voiture a disparu. J'ai reçu des menaces téléphoniques. Et encore, c'est pas vieux, c'est hier, avant-hier, suite à une enquête que j'ai reprise sur Marius de Wilde, où il a été enlevé. Et je vous livre un scoop, si vous le permettez. Marius de Wilde a disparu, donc après l'affaire de Caroul, pendant quelques jours, enlevé par des militaires. La gendarmerie l'a prouvé. Et quand il a calculé qu'au bout de 3 heures, il s'était retrouvé dans un genre de caserne, de l'endroit où il était parti en calculant environ 100 km/h, un tracé, un cercle, on est tombé sur Plouermel, la base interdite, sur Cherbourg, sur Dinard, sur Saint-Malo, là où des agents de la DS ont été abattus, c'est une zone ultra sensible. Ouais. Donc, les MIB, là, ces huissiers avec la sacoche, qui sont donc... Des huissiers de l'espace, vous voulez dire? Qui sont des vous les qualifiez comment? Des extraterrestres. Étant donné qu'on n'en a capturé aucun, il faudrait quand même relativiser les choses un petit peu. On ne peut pas dire que ce soit vraiment des extraterrestres, dans lesquels il faudrait en avoir. On a des IBI, mais on n'a pas de MIB. Bon, par contre, tant aux États-Unis qu'en France, qu'en Russie, qu'au Japon, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Angleterre, il y a des Men in Black qui sont là, chargés d'occulter les informations et d'éliminer psychologiquement ou physiquement les témoins. Ouais. Donc moi, j'étais obligé d'arrêter de travailler pendant un an. Et vous les repérez comment, alors? Au costume, disons qu'il y a la particularité aux États-Unis d'être dans des Pontiac. Mais en France, en France, je ne suis pas le seul à avoir vu des hommes habillés en noir, vraiment style huissier. Ouais. Et je voudrais simplement, si vous me le permettez, lancer un appel à un petit peu tous les gens qui écoutent, et il y en a beaucoup, heureusement, sur Canal,
Voilà, je suis rédacteur en chef d'une revue et je voudrais simplement que des gens écrivent. Non pas des gens qui ont vu des ovnis, je dis simplement que des gens qui croient au phénomène. Parce que je prépare actuellement une manifestation sur Paris, une marche silencieuse, où on va remettre des documents au gouvernement, on va demander des comptes au gouvernement, car il est temps d'en parler. Donc si vous permettez, je peux donner mon adresse? Oui, oui. Ouais, bah, c'est mon Revue, là. Voilà, Je suis rédacteur en chef. Ah. Oui, mais ça, c'est Jimmy qui a créé le LEM. Donc je suis rédacteur en chef de l'étrange et mystérieux dans le monde et ailleurs. D'accord. Donc c'est le CACL, 24 rue de la République à Charenton, 94 220. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous nous téléphonez, Voilà, on transmettra. Hein, d'accord. Alors on va voir la bande-annonce de E.T. qui passe pour la première fois donc, sur une chaîne de télévision au Monde ce soir à 23h et diffusion à 20h, première diffusion à 20h30, c'est mardi prochain. Il a peur, il est seul, il est à des millions d'années-lumière de chez lui. Faut que personne ne sorte de la maison. Écoute, c'est moi qui ai le pouvoir absolu. Dis-le. Dis-le. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le coyote? Non. Venu tout droit du cosmos, cet extraterrestre tout mimi va vous faire voyager dans un conte merveilleux où la science-fiction se transforme vite en science-passion. Je vais le garder avec moi. Pour la première fois à la télévision, E.T., le chef-d'œuvre aux 3 Oscars de Steven Spielberg, mardi 16 à 20h30. Alors, autre témoignage, celui de monsieur Marcel Pêche. On va tout de suite entrer directement à votre rencontre avec les extraterrestres. D'accord. Comment sont-ils? C'est ça qui nous Ça va être difficile parce que je ne les ai pas vus. Ah, je crois que vous en aviez vu. Non. Je vais vous expliquer. Les personnes ici qui connaissent un peu l'ufologie et le domaine des extraterrestres savent très bien que quand le silence complet se fait brusquement, c'est qu'ils sont présents. Bon. Nous étions partis à 4, dont une adhérente qui a eu le courage de venir avec nous pour faire une expédition entre Narbonne et Cuxac-d'Aude, il y a 4 km, et c'est là où on en voit le plus. Oui. Depuis un an, ça s'est raréfié. Ça s'est passé. Et on a été faire une expédition en pensant qu'avec un coup de chance, une chance sur 1 million, on les rencontrerait. Vous êtes allé comme on va aux champignons, quoi. Voilà. Et tout d'un coup, le silence le plus complet. Il était 11h30 du soir. Le silence le plus complet, les oiseaux dans les arbres, les grenouilles dans les fossés, c'était fini. On dit, ils sont là. Bon. Une nuit noire, pas de lune, que la clarté des étoiles. Alors je me suis avancé, un chemin qui paraissait carrossable, presque à tâtons, et j'ai entendu des petits pas devant moi qui crissaient sur les graviers. J'ai dit, ils sont là. Et ils ont reculé, ou ils m'ont fui, et j'ai continué d'avancer. Mais à ce moment-là, la peau a commencé à me piquer et à me tirer de plus en plus que j'avançais. À un moment donné, je me suis accroupi et, à la fameuse lueur des étoiles, je crois avoir vu briller 2 petits crânes. Chauves. Oui, ils sont complètement chauves. Ouais. Quelques-uns, rares, ont un peu de duvet, mais ceux-là, ce sont les petits gris, les fameux petits gris, ils sont chauves. C'est comme dans E.T. alors. Voilà. Et j'ai continué d'avancer. Alors je sais que j'ai avancé de 100 mètres, puisque le lendemain je suis revenu sur les lieux, j'ai vu que j'avais avancé de 100 mètres, mais à ce moment-là, ce sont mes paupières qui se sont fermées et je ne pouvais plus les ouvrir. Alors j'ai fait demi-tour. Et à mesure que je revenais vers mes amis, tout se calmait, et tout d'un coup on a réentendu les oiseaux, etc., et c'était parti. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que vous avez vécu, vous. C'est ça qui nous intéresse. Alors, je crois qu'on est au téléphone Patrice Bon. Allô? Oui. Oui. Donc vous êtes à Saint-Chamond, je crois. Hein? Saint-Chamond, oui. Est-ce que vous avez un écran pour nous voir? Oui, je vous vois là. D'accord. Parce qu'on va passer un extrait d'un film qui s'appelle J'ai épousé une extraterrestre. Et l'extraterrestre s'appelle Diana. Et vous avez rencontré une Diana. Voilà, oui, j'ai rencontré une Diana, oui. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé en 58, un lieu qui s'appelle Gombran, qui signifie en fait dragon puzen, c'est-à-dire le lieu du tellurisme, donc le lieu où il y a le contact avec le ciel. Et donc, je me suis couché le soir vers 22h avec un bâton, et on sait très bien que le bâton représente la force, l'autorité, le tellurisme. Et vers minuit, j'ai été réveillé par un être magnifique, absolument superbe et merveilleux. Oui, qui ressemble à Kim Basinger que nous voyons dans le film. Voilà, oui. Ouais. Et maintenant, vous êtes toujours en contact?
Oui, alors je suis en contact télépathique avec elle et Elle a de disons, la chance. je fais des calculs mathématiques et elle corrige directement les erreurs sur la machine à calculer. Alors elle m'a parlé d'un cube qui est au centre d'un cœur et ce cube gouverne toute la galaxie. Et à partir de la définition du maître hébreu que j'ai écrit et qui a d'ailleurs provoqué le phénomène du geyser de Nios instantanément, j'ai calculé la hauteur de son cœur transfiguré qui est égale à 35 607 mm hébreu multiplié par racine de 3 puissance Ah oui, de oui, 7 attendez là, oula. et multiplié par le facteur de correction 1,034, ça donne résultat 172 cm 28 456 qui D'accord. correspond à la taille du mannequin parfait. D'accord. Et vous avez rencontré d'autres extraterrestres à part Diana? Ben oui, j'ai eu des contacts, quoi, des phénomènes paranormaux qui se sont passés, ce qu'on peut dire, des événements assez extraordinaires, quoi. D'accord. Alors on va écouter le dernier témoignage, celui de Jean-Claude Ladra, qui était déjà venu à la Grande Famille, qui a déjà fait un voyage en soucoupe. Vous êtes plus concret finalement, parce que Oui, vous exactement. construisez votre soucoupe volante, vous êtes en train de construire la deuxième pour aller à la rencontre des extraterrestres que vous n'avez pas encore rencontrés. C'est exact, c'est tout à fait cela. Vous en avez très envie. Et j'aurais non seulement très envie, j'aurais surtout très envie de réaliser la première soucoupe volante terrienne. Ouais. Évidemment, E.T., lui, il a la chance, avec son doigt, de modifier la gravité des objets. Moi, il me faudra des moteurs, il me faut beaucoup de travail, mais j'espère arriver à peu près au même résultat. Vous êtes en train de construire. Hein. Oui, oui, exactement. Mais est-ce que vous croyez à l'existence d'extraterrestres? J'ai eu des contacts télépathiques quelques fois, ça m'est arrivé quand j'avais des problèmes à résoudre pour coordonner un peu mes pensées, disons, pour réaliser mes engins. Et autrement, non, je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec les extraterrestres. Mais vous faites ça pourquoi alors? Pour aller les rencontrer? Oui, j'estime que c'est une quête, comme le Saint Graal ou autre chose, c'est une quête. Il faut d'abord réaliser notre soucoupe volante, en être digne. Et si cet engin vole, je suis sûr qu'après, le contact pourra avoir lieu. Oui, malgré l'échec de votre premier Ah oui, premier vol. mais c'était un demi-échec. Hein. C'était un demi-échec. Après 3 mois d'océan, je suis quand même sorti vivant. Vous avez quand même failli y rester. Hein. Oui, mais c'est exact. De toute façon, j'assume le risque de mes expériences. Et là, vous partez quand? Je suis toujours dans les temps pour l'été 93. Été 93. Oui, peut-être bien quelques essais préliminaires dès le printemps, mais en principe, Et l'été 93. vous partez d'où? Je pars de chez moi cette fois-ci. En Charente-Maritime? En Charente-Maritime. D'accord. Bien, ben on va vous suivre, hein. On va suivre toute cette opération. Alors Béatrice, la science, que dit-elle sur les extraterrestres? Alors, sur les extraterrestres qui auraient débarqué sur Terre, elle rigole. Sur la vie extraterrestre ailleurs dans l'univers, là, elle rigole plus du tout. Elle y croit dur comme fer maintenant. Il y a 50 ans, c'était inconcevable, mais maintenant, ça l'est complètement. Pourquoi? Parce que nous, on est fait de carbone et qu'il y a beaucoup de carbone partout dans l'univers. Parce qu'on a trouvé des acides aminés, c'est-à-dire donc des briques de vie dans des météorites. Parce qu'on subodore qu'il y a des composés organiques sur Titan, d'ailleurs, on va même aller voir. Donc maintenant, il y a une grande partie de l'astronomie qui est consacrée à l'étude de la vie ailleurs dans l'univers, la bioastronomie. Alors, beaucoup de scientifiques ont fait des estimations pour savoir combien de planètes pourraient être habitées. Et selon ces estimations, ça irait de quelques milliers à quelques milliards. Mais quelques milliers étant un minimum assez communément admis. Donc vraiment, ils pensent qu'on n'est pas tout seul. Mais ils ne pensent pas du tout qu'ils sont déjà là, quoi, c'est ça. Alors à quoi ressembleraient-ils s'ils existent? Eh bien, s'ils sont faits de carbone comme nous, a priori, ils auraient à peu près, ils ressembleraient à quelque chose qui existe déjà sur Terre. Peut-être pas un humain, mais au moins un Comme un E.T. animal. dans le film, comme dans le film? Pourquoi pas avec, avec quelque chose qui ressemblerait à des yeux, un crâne, enfin bon, de toute façon, il n'y a pas 50 façons pour les briques de vie de s'assembler entre elles et former un être vivant. Et Donc, il s'exprime comme ça. hein. Alors, comme ça, sens contraire. Hein. Ah, comme ça. Voilà. Ouais. en tout cas, les scientifiques prennent ça très très au sérieux. Il y a un grand programme d'écoute de l'univers, parce que si on ne les rencontre pas physiquement, au moins on essaye d'avoir des messages, qui s'appelle le programme SETI. Et donc, cette énorme oreille qui va avoir lieu qui est à Arecibo, le radiotélescope d'Arecibo en Floride, va commencer à écouter l'univers vraiment de façon très importante l'année prochaine, le 12 octobre 92. Et on espère recevoir un message à ce moment-là. Sérieux. Merci Béatrice.
Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. À la fin des années 70, les médias s'emparaient d'un dossier qui allait faire couler beaucoup d'encre. L'affaire Oumo fut révélée au grand jour, et l'on ne compte plus les articles de presse, émissions de télévision ou de radio qui y ont consacré leur thème. Le dossier Oumo, également identifié comme l'affaire Umit, concerne une correspondance écrite et téléphonique que des individus extraterrestres auraient entretenue à l'échelle planétaire durant des dizaines d'années avec des humains. Ce sont des Espagnols qui, à partir de 1975, dévoilent une infime partie des courriers et enregistrements téléphoniques dont ils disposent. L'affaire fait alors grand bruit et de nombreux scientifiques se penchent alors sur le contenu de ces documents. Rapidement, il fut avéré qu'un important réseau fut établi entre un groupe d'individus nommés Umit et d'innombrables personnes à travers différents pays. Des réseaux espagnols, français, allemands, canadiens, américains, russes et même australiens furent ainsi identifiés. Ces personnes contactées, généralement proches du milieu scientifique ou intellectuel, recevaient régulièrement, par courrier ou par téléphone, des messages provenant des Umites. Ce fut ainsi que des milliers de lettres dactylographiées furent mises au jour et sortirent des tiroirs du monde entier. Ces courriers regorgeaient d'informations concernant leurs mystérieux expéditeurs. Certaines grandes personnalités du monde scientifique, comme Jean-Pierre Petit ou Martin Castello, s'intéressèrent à ces documents. Et le long travail qu'ils effectuèrent sur des centaines de lettres, qui leur fut généreusement transmise, permit de dévoiler une histoire particulièrement intrigante. En effet, ces nombreux courriers contenaient des informations scientifiques, précises et techniques sur une civilisation extraterrestre présente sur Terre depuis les années 50. Ces lettres, écrites dans différentes langues en fonction des destinataires, apportèrent une foule d'informations sur ces fameuses Umites. Des textes complets traitaient de domaines aussi variés que la sociologie, la géologie, la morphologie, la technologie ou l'histoire des habitants de la planète Oumo. D'après les informations transmises dans ces lettres, nous pouvons ainsi retracer point par point chaque détail de cette histoire. Tout commence en février 1934, quand un navire scientifique norvégien, situé près de Terre-Neuve, émit un message à haute fréquence en morse. Les ondes ainsi émises se propagèrent jusque dans l'espace. Ce signal traversa le cosmos en direction de la constellation de la Vierge et finit par atteindre la planète Oumo, à plus de 14 années-lumière de la Terre, en 1948. La civilisation des Umites, qui demeure sur cet astre, comprit rapidement que cette émission d'ondes ne pouvait être naturelle et qu'elle résultait d'une forme avancée d'intelligence extra-humite. Les habitants de la planète Oumo décidèrent donc d'envoyer un petit contingent sur la planète d'où avaient été émises ces ondes, afin de pratiquer une étude approfondie de cette civilisation dont ils n'avaient pas connaissance. C'est ainsi que le 28 mars 1950, dans le sud de la France, près de Digne-les-Bains et du village de la Javie, un aéronef extraterrestre en provenance de la planète Oumo atterrit. Oui, effectivement, disons que l'histoire commence bien entendu en Espagne pour ce qui est connu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de l'affaire Oumo commence à la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 28 mars 1950, donc, un atterrissage a eu lieu dans les environs de la Javie. On dit environ 8 km de la Javie, c'est entre le sommet du Couard et le Cucullon. Bien entendu, nos recherches se sont passées de ce côté-là. On sait que les Umites ont laissé
un contingent d'extraterrestres sur Terre. Et ce contingent-là a vécu environ à peu près 2 ans dans le département des Alpes de Haute-Provence. Et divers phénomènes se sont passés pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un vol de compteur électrique dans une ferme nommée La Dépense, qui se situait à 4 km de la Javie. Alors tout ça, ça nous a fait faire des recherches vraiment très poussées. Toi et ton équipe du CE, vous êtes allés maintes fois sur place. Vous avez quand même constaté, dans l'époque récente, des choses un peu bizarres. D'abord, nous avons contacté la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bien entendu à Digne, à une époque, et je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre des personnes qui sont encore en service là-dedans, un capitaine de gendarmerie qui m'a dit, mais monsieur Voirino, il y a eu, dans les années 75, avec monsieur Claude Poher, qui était le chef des sections fusées au CNES à ce moment-là, une reconnaissance dans le Cheval Blanc, dans les montagnes du Cheval Blanc, pour rechercher la grotte que les extraterrestres, que les humides auraient laissée avec du matériel humide. Et ce capitaine de gendarmerie m'a précisé qu'effectivement, Claude Poher avait trouvé la grotte, plus le matériel qui s'y trouvait à l'intérieur encore à l'époque. C'est ainsi que des humides, membres d'une civilisation extraterrestre, se trouvaient désormais sur Terre. Le but de leur visite était d'étudier la biosphère, l'atmosphère et la culture humaine, sans toutefois interférer avec elle, et sans que cette étude n'affecte le devenir des habitants de cette planète. Après avoir longuement observé les hommes, les humides décidèrent d'entrer en contact avec eux dans le cadre d'une étude approfondie du comportement terrestre. Le mot d'ordre en provenance de la planète Oumo était que ce contact ne devait en aucun cas affecter la population étudiée. L'évolution et l'histoire de la civilisation humaine ne devaient sous aucun prétexte être impactées par l'étude réalisée. C'est ainsi que ces êtres extraterrestres décidèrent d'engager une correspondance écrite et téléphonique avec des individus sélectionnés dans différents pays, afin d'étudier à distance leurs réactions et leur comportement face aux informations transmises. Des milliers de lettres et des heures d'appels téléphoniques furent ainsi émis par les habitants d'Oumo présents sur Terre. En quelques années, un réseau planétaire se forma, regroupant dans chaque pays les participants de cette étude. Lorsque, dans les années 70, le réseau espagnol divulgua une partie du contenu de ses correspondances, ils se virent parvenir un courrier du réseau canadien leur stipulant que le mot d'ordre de ces échanges avec les humides était le secret. Les bénéficiaires de ces courriers ne devaient en aucun cas parler de cette correspondance en public, sous peine de perturber les résultats de l'étude humide. La divulgation des courriers et enregistrements téléphoniques permit aux chercheurs, sociologues, scientifiques et ufologues d'apprendre une multitude de connaissances quant à ces mystérieux visiteurs. En effet, les informations transmises par les humides, extrêmement précises et techniques, nous dévoilent tous les secrets de cette civilisation extraterrestre. Les courriers reçus dans le monde entier, riches d'informations scientifiques de haut niveau, étaient enrichis de nombreux croquis et plans permettant une analyse poussée de ces informations. D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS, bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, bon, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier, j'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans, et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'était un travail d'un assez haut niveau, et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et c'est pas le présent. La probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 PP cosmologistes qui sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à titre de farce, vous ne seriez pas gêné d'être confronté
Eh bien, je dirais, bon, à ce moment-là, vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc, des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Ça n'est pas étonnant. Je ne suis pas persuadé. Vous voyez, il y a un tas de papiers qui fait 1500-2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable, et puis de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources, j'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivent ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui était astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapez la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin, et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais, au top niveau dans le domaine en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues les reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant cet homme est un farceur. Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts, qui n'étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je fais une analyse de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Oui, on parle donc, ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont partis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que les humides sont plutôt blonds et pas verts comme on croyait, qu'ils sont plutôt petits, qu'ils n'ont pas le sens artistique, qu'ils font ça, je veux dire, il y a toute une description donc dont ils sont les auteurs, hein. On n'est pas allé sur place pour vérifier, quoi. Donc pigmentation de la peau, la taille, je crois qu'on n'en parle pas. Et moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut décider, quoi. Qui sont les auteurs de ces documents? Vous dites quand même qu'ils ont une voix nasillarde, donc ils ont. Oui, pas alors ils expliquent dans un texte que les sons sont pas produits avec des cordes vocales, mais avec des replis pharyngés, et ça explique pourquoi à ce moment-là les fréquences sont différentes et pourquoi la production de son est différente. Ça cadre d'ailleurs avec cet enregistrement qu'on a entendu, quoi. Alors vous dites qu'ils ne sont pas très artistes, en effet, donc ils ont peu le sens artistique, mais qu'en revanche ils se livrent à des concerts d'odeurs, ils ont le sens olfactif. Je crois que là ils se trompent complètement sur ce que c'est que l'activité artistique, parce que les concerts d'odeurs c'est plutôt un truc sensuel, hein. Je veux dire, c'est pas exactement. J'ai pas beaucoup assisté à de concerts. Non, mais je crois que, je veux dire, dans ces documents il y a une chose amusante, c'est qu'il y a pratiquement pas de métaphore, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucun humour. C'est dur d'écrire 500 pages comme ça, sans aucun humour. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas d'art musical. Alors je crois qu'ils se sont dit, bon, on sait quand même faire des trucs avec les odeurs, donc ça doit être ça qu'on appelle l'art. Bon, alors ils ont une voix, ils ont un alphabet aussi, on va le voir un petit peu comme ça en titre avec Renaud Lévenkim. Et pendant que vous voyez cet alphabet, là vous avez pu le déchiffrer ou vous avez des idées? Rien du tout, je veux dire qu'il y a des ethnolinguistes qui se sont mis là-dessus, on s'amusait. Moi j'avoue, à chacun son métier. Je veux dire, dans cette masse, il y a des informations, mais dans tous les domaines. Je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas commenté les documents de biologie. Moi j'ai commenté strictement ce sur quoi j'étais intervenu, c'est tout.
Étudions point par point les spécificités des humites. Loin des stéréotypes de petit homme vert ou de pieuvre extraterrestre de la science-fiction des années 50, l'apparence physique externe des humites est en tout point semblable à celle des humains. Ce sont des humanoïdes, bipèdes, dépourvus de poils sur l'ensemble du corps, à l'exception du sommet du crâne recouvert de cheveux. Les humites ont toutefois une caractéristique propre à leur espèce. Si les humains comptent plusieurs ethnies arborant un épiderme de couleurs variables en fonction des régions, les habitants de la planète Oumo sont tous semblables. Leur peau est très pâle, leurs cheveux blonds et leurs yeux bleu clair. Cette apparence physique leur donne un aspect extrêmement ressemblant avec les ethnies du nord de l'Europe, de type scandinave. Les principales différences physiques entre les humites et les humains se situent au niveau de la biologie interne des individus. En effet, si les hommes communiquent de façon verbale en utilisant leur corde vocale, les humites en sont incapables. À l'adolescence, les habitants de la planète Oumo perdent la capacité d'utiliser cet organe très peu utile sur leur planète. Les communications téléphoniques enregistrées lors des échanges vocaux avec des humites résultent de l'utilisation de replis pharyngés afin de pouvoir émettre des sons. Cette technique, leur permettant de parler, a pour conséquence d'avoir une diction hachée, prononcée syllabe par syllabe avec une voix nasillarde. Il est également important de noter que si le sens premier des humains est la vue, celui des humites est l'odorat. Les odeurs ont donc une importance capitale chez ces individus, au même titre que la culture visuelle est indissociable de l'humanité. La planète Oumo est 1,2 fois plus grande que la Terre et pratiquement 2 fois plus lourde. Elle en est éloignée de 14,4 années-lumière et se situe dans la constellation de la Vierge. Cette planète possède la particularité d'orbiter autour d'une étoile double, et la gravité y est légèrement plus élevée que sur Terre. Oumo est un astre rocheux, orbitant autour de son étoile principale en un peu plus de 230 jours. Sa rotation sur elle-même s'effectue pour sa part en un peu plus de 30 heures terriennes, et 1 heure sur cette planète lointaine équivaut à un peu plus de 77 minutes terriennes. Ces unités de temps ne sont nullement celles utilisées par les humites. Il s'agit de la retranscription des mesures terriennes adaptées aux caractéristiques de la planète Oumo. La planète Oumo a pour particularité de ne posséder qu'un seul et unique continent, agrémenté de quelques archipels. Cette planète possède ainsi une face continentale et une face océanique. Oumo possède très peu de hautes chaînes de montagnes, mais plus de collines. On y recense quelques volcans, mais la principale différence géologique avec la Terre reste son absence de dérive de continents. Son atmosphère particulière et sa position astrale offrent de gigantesques et magnifiques aurores boréales, plus nombreuses et surtout beaucoup plus étendues que sur Terre. La diversité biologique de la planète Oumo est extrêmement réduite par rapport à celle de la Terre. L'explication tiendrait dans le fait que les conditions différentes d'exposition aux radiations solaires réduisent les mutations génétiques et donc la biodiversité. Les habitants de la planète Oumo possèdent une technologie extrêmement avancée. Ils maîtrisent non seulement les voyages interplanétaires, mais également la possibilité de passer d'un univers physique à un univers gémellaire à vitesse de la lumière variable, pouvant ainsi voyager dans le cosmos à des vitesses supérieures à celles de la lumière. De nombreux plans, fournis avec les lettres, traitent de leurs vaisseaux spatiaux. Les multiples détails permirent ainsi aux chercheurs humains, comme le russe Andreï Zakharov ou le français Jean-Pierre Petit, de mettre au point la technologie connue sur Terre comme la MHD, pour magnéto-hydrodynamique, ou l'art de se déplacer dans un fluide sans générer d'ondes de choc. Outre ces informations extrêmement détaillées et précises sur le plan scientifique, ces courriers offrent une multitude de détails sur la technologie quotidienne des humites.
Par exemple, les véhicules se déplaçant sur le sol de la planète Oumo ne comportent pas de roues, mais un système de bras hydrauliques motorisés semblable au déplacement des insectes. Les lits des humites, par exemple, sont à usage unique et générés chaque jour avant d'être désagrégés après le réveil. Ils sont constitués d'une sorte de mousse biodégradable reposant en lévitation sur un socle magnétique. Mais le plus surprenant dans la technologie humite reste certainement leur maîtrise des nanotechnologies. En effet, les habitants de la planète Oumo sont passés maîtres dans l'art de produire des instruments mécaniques de la taille d'une molécule. La miniaturisation extrême de ces machines diverses leur permet de produire ou de décomposer des éléments physiques en modifiant les différents atomes et molécules qui les composent, comme un enfant jouant avec des briques de construction. Cette technologie avancée leur donne ainsi la possibilité de créer toute matière physique, comme la nourriture, les vêtements ou divers matériaux, sans nécessiter l'utilisation d'usines ou de machinerie massive. Les nanotechniciens mécaniques humites puisent ainsi dans des réserves de molécules ou d'atomes afin de générer la matière physique désirée. Par exemple, pour fabriquer de l'eau, la nanotechnologie des humites va utiliser une molécule d'oxygène sur laquelle 2 molécules d'hydrogène vont être greffées. Le résultat sera la création d'eau à partir de molécules simples. La technologie des humites est donc à nos yeux extrêmement avancée. Elle leur permet de voyager d'une planète à une autre en passant par un univers jumeau, de se déplacer à des vitesses supersoniques sans générer d'ondes de choc, et de créer de la matière physique à partir d'un assemblage de molécules simples. Si l'apparence physique et la planète des humites sont relativement proches de ce que l'on connaît sur Terre, leur civilisation et son fonctionnement social n'a pour sa part rien à voir avec celui des humains. Les habitants de la planète Oumo, tels que décrits longuement dans leurs lettres, forment une société unie et stable. L'intérêt collectif domine quoi qu'il arrive, et le ressenti personnel des individus reste secondaire. Les humites sont un peuple sage, humble, très érudit et terriblement respectueux. Discret et pacifique, leur devise pourrait être « Pour être heureux, vivons cachés ». À l'opposé de la vision matérialiste humaine, basée sur la consommation et la possession de biens, les humites se limitent à ce qui leur est strictement nécessaire. Ils apportent plus d'intérêt à la méditation et à la réflexion qu'à l'accumulation inutile de biens et de matériel de consommation. Ce faisant, la pensée et la réflexion, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont une part extrêmement importante dans la société humite. Le réseau social des habitants de la planète Oumo est également très différent de celui que nous connaissons sur Terre. Si les humains voient leur réseau social s'étendre à la famille et aux milieux socio-professionnels, les humites ont pour leur part un réseau social complexe, regroupant l'ensemble du peuple humite. Chaque individu partage ainsi ses expériences, ses connaissances et son savoir avec le reste de la population, participant à l'unification de l'identité humite et à l'intérêt collectif. Les habitants d'Oumo n'agissent jamais seuls ou de leur propre initiative. Ils respectent scrupuleusement les lois hiérarchiques en vigueur, visant toujours à valoriser l'intérêt de la société humite. Le groupe dans son ensemble ne doit jamais être secondaire face à l'individualisme. L'une des nombreuses différences du réseau social humite, comparé à celui des humains, est celui de la peine judiciaire. Si les humains se voient généralement contraints à une peine d'emprisonnement, enfermés dans un environnement clos, étroit et généralement sombre à l'égard du reste de la société, les humites, quant à eux, ont développé un châtiment radicalement différent. Les habitants d'Oumo, jugés de fautes graves, se voient alors enfermés dans une enceinte transparente, exposés à la lumière du jour, au regard de tous et complètement nus. Cette punition semble être pour ce peuple une humiliation totale, seule façon de racheter la faute commise aux yeux de la société humite. Un autre point du fonctionnement social de ce peuple extrêmement différent de celui des humains est la prépondérance à la capacité des individus. En effet,
Si sur Terre, l'âge et le sexe prédominent quant au choix de la position hiérarchique dans le milieu professionnel, sur Humo, seules les capacités des individus sont prises en considération. De ce fait, il est totalement possible et courant chez les Humites de voir par exemple une jeune femme de 19 ans commander et être responsable d'un groupe d'hommes de 40 ou 50 ans, à partir du moment où ses capacités et ses connaissances démontrent que ses compétences leur sont supérieures. Ce dernier exemple démontre clairement la priorité pour les Humites de la réussite du groupe par rapport à celle de l'individu. L'affaire Humo est donc aussi complexe que passionnante. Si personne n'a été en mesure depuis plus de 40 ans de prouver que ceci était parfaitement authentique, personne n'a pour autant pu démontrer que cela résultait d'un gigantesque canular. Précisons tout de même que des études poussées réalisées par des experts dans les domaines de la biologie, de la cosmologie, de la physique et de la linguistique ont toutes démontré que les explications fournies dans ces documents étaient parfaitement réalistes et cohérentes. Libre à chacun de se forger son opinion quant à ce dossier Humo. Mais les centaines de lettres envoyées de par le monde et les multiples informations qu'elles contiennent ont directement influencé les recherches et les connaissances des hommes dans les années 70 et 80, avec des résultats novateurs en physique, en cosmologie et en mécanique. Vous allez maintenant entendre une voix enregistrée en 1966 à Madrid. Il s'agit d'une brève conversation téléphonique en espagnol d'origine humite. Cette séquence sonore fut analysée en 1975 par un expert acoustique qui démontra que la voix que l'on entend n'est pas d'origine humaine. Si cet enregistrement date bel et bien de 1966, la technologie humaine de cette époque ne permettait pas de synthétiser une voix. Ce que vous venez d'entendre pourrait donc bien être la preuve de l'authenticité de l'affaire Humo. Voir un ovni, c'est ce qui est arrivé au journaliste sportif Nelson Montfort en 1985. L'observation était la suivante. J'ai vu un objet lumineux, je dirais rectangulaire, très lumineux, mais très lumineux, qui se déplaçait doucement au-dessus de la crête des sommets alpins, puisque c'était du côté de la station des Arcs en Savoie. Et puis à un moment donné, alors il allait vraiment doucement, pas un bruit. L'objet a fait une sorte d'oscillation à 45 degrés et là, est parti à toute vitesse dans l'espace, si je puis dire. Donc voilà, c'est objet lumineux comme ceci, 45 degrés et hop, en aucun cas dématérialisation, non, disparition. Est-ce que ça a changé mes croyances? Est-ce que ça a modifié des choses? C'est une bonne observation, probablement oui. Oui, probablement oui. Je pense effectivement aujourd'hui profondément que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Je pense aussi compte tenu des distances et du système solaire et des galaxies, etc., qui sont autour de nous, qu'il y a probablement des intelligences supérieures, même bien supérieures à la nôtre. Pour répondre directement à cette question, je pense que ça peut donner peut-être une certaine humilité à nous autres pauvres terriens, et ça au fond, c'est une assez jolie leçon. C'est simplement un site qui répertorie tous les avions en direct, qui nous montre en direct tous les avions qui sont en train de voler. Chaque fois que je regarde, franchement, ça fait grave peur. Bon, c'est très connu, il y a des applications, il y a d'autres sites aussi. C'est un petit peu comme le site d'avant, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se passe, comment c'est, enfin de prendre du recul sur tout ça. Et quand on voit ça en direct, c'est assez ouf. Le truc assez cool, c'est qu'on a pas mal d'infos. Par exemple, si je clique sur un avion, comme celui-ci, par exemple, bam, on a la compagnie, on a le vol,
On a Wiva. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'avions. Il n'arrive pas à tout charger. C'est ouf. Et à mon avis, dans les 10 prochaines années, le trafic aérien va encore plus augmenter. Enfin, c'est de la folie, mon gars. C'est de la folie furieuse. Flightradar24.com. Allez checker ça. Franchement, c'est assez ouf. On va rester avec un site qui parle de trucs volants dans le ciel. Et cette fois-ci, pour vous faire plaisir, on va parler d'un truc paranormal, plutôt étrange quand même. Bah oui. C'est un site qui répertorie toutes les apparitions d'OVNI dans le monde. Enfin, toutes. Je pense qu'il y en a plein mais une majorité des apparitions et des choses qui ont été aperçues sur la planète Terre. UFOstalker.com. Alors là aussi, c'est assez marrant. Vous allez pouvoir aller voir dans votre région s'il y a des choses qui ont été aperçues. Généralement, il y a des vidéos qui accompagnent le témoignage avec les photos. Comme ça, c'est pas mal, ça fait une carte un peu du monde. Et on voit que c'est beaucoup dans les mêmes régions. Je vais quand même aller voir vers chez moi s'il y a eu des trucs. Ah ouais, ok, pas mal. Il y a eu pas mal de trucs en fait. Là, il y a un truc au-dessus du jet d'eau de Genève. Ouais. Moyennement convaincu du coup. Ça, c'est quoi? Putain, il y a vraiment beaucoup de témoignages. Hein. C'est quoi ce machin? T'as vu ce truc? Je sais pas. T'as vu que ça tourne sur lui-même, ça? Ouais, c'est bizarre, hein. Là aussi, on y passe 2, 3, 4 minutes. Ça m'étonnerait que vous allez passer des heures, mais c'est toujours des sites... Notre vraie voix du jour est un artiste. Bah si, c'est vrai, c'est un artiste. C'est une voix, un style unique, commentateur sportif à France Télévisions. Quel bonheur de l'entendre à l'occasion des compétitions, de patinage artistique, à Roland Garros avec cet anglais si particulier. Michael Johnson, this is I mean the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean l'émotion est tellement extraordinaire. Il y a le sport mais pas que. Passionné de musique classique, et oui, nous en avons déjà parlé tous les deux il y a au moins 2 saisons, hein, voilà. C'est aussi l'homme qui a déjà vu des ovnis et qui en parle dans un livre, OVNI, Sommes-nous seuls, chez Michel Lafon, coécrit avec Ivan Kiriov, journaliste scientifique. Mon fort, c'est mon faible. Et oui, Nelson Montfort est avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bonsoir à vous tous. Bonsoir mon cher Nelson, comment ça va? Ça va très bien Christophe. Je précise que je n'ai pas vu des ovnis, j'ai vu un ovni. C'est vrai, en revanche, dans le livre, je parle de beaucoup d'ovnis et de beaucoup de témoignages. Chacun son truc en même temps, parce que Bilger, lui, il a déjà vu la Lune. Donc, c'est pour vous dire... Bah, on la voit tous les soirs, non? Hein, voilà. Bon, soyons sérieux 2 secondes. 1983, vous voyez un phénomène étrange devant vos yeux ébahis. Racontez-nous. Je vois un objet de forme rectangulaire, d'une lumière très très vive, sans aucun bruit, sans aucun son, et ça corrobore des dizaines et dizaines de témoignages dont je parle dans le livre, qui se déplacent doucement au-dessus de la crête des Alpes, et qui, au bout d'une dizaine de secondes de mon observation, peut-être était-il là avant, oscille à 45 degrés, et s'envole à une vitesse vertigineuse vers le cosmos. Ouais. Donc qu'est-ce que ça pouvait être? Peut-être avez-vous la réponse à cette question. Il était quelle heure? Il était vers 19h, mais en hiver, donc il faisait déjà nuit, absolument. Ouais. Je précise 19h, c'était avant dîner et avant d'éventuels... Oui, vous n'aviez pas... non, mais de toute façon, je ne bois pas. Vous n'aviez pas fumé de pétard non plus? Non plus, absolument pas. Non, mais je tiens à préciser ça, parce que je sais un petit peu les interrogations, de moins en moins fréquentes, je dois dire, depuis que je suis en tournée pour ce livre. Je me rends compte que vous parliez tout à l'heure, Philippe, d'un pourcentage, je ne sais pas exactement. Philippe Rossi, oui. Je pense, Philippe, que nous ne sommes pas très loin dans le même type de pourcentage de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Je crois que c'est aux environs de 70%. Si vous avez vu un ovni un jour dans votre vie, appelez-nous, pourquoi pas. La question, la question est plus délicate, parce que tout le monde n'a pas vu d'ovni, mais la question est, est-ce que vous croyez ou pas aux ovnis? Oui, mais s'il y a d'autres gens qui ont vu des choses, c'est intéressant. On pourra faire un second tome ensemble, avec grand plaisir. Et ça va nous rapporter plein de pognon. En plus, c'est exact, parce que le livre a l'air de très bien démarrer. En plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a provoqué quoi chez vous? Ça a provoqué une interrogation qui dure depuis 35 ans.
et qui, je pense, maintenant m'a valu la maturité, j'espère la crédibilité de sortir tout cela dans un livre à base de témoignages de pilotes de la NASA, de pilotes de chasse. Qui ont vu des choses similaires. Et qui surtout n'ont absolument aucun espèce d'intérêt à raconter des balivernes. Oui. J'ai aujourd'hui la conviction que nous ne sommes pas le seul dans l'univers. Encore faut-il parler de ce qu'est l'univers, de ce que sont les années-lumière qui nous séparent de l'infini, parce que l'infini, après tout, qu'est-ce que l'infini Il y a l'infini de l'infini, et de parler d'intelligence bien supérieure à la nôtre, qui effectivement viennent nous rendre visite. Mais je mets ça entre guillemets. Depuis 1983, est-ce que vous avez observé d'autres phénomènes du même type? Non, et je pense que c'est ce qui crédibilise mon témoignage. Parce qu'évidemment, des personnes peuvent vous dire, j'en vois tous les soirs, etc. J'ajoute pour les amis qui nous écoutent, parce que j'ai eu beaucoup de questions, etc. Ne cherchez pas à en voir. De toute façon, tous les témoignages qui viennent sont des observations spontanées. Ne cherchez pas à voir, par exemple, une étoile filante, qu'est-ce que c'est, etc. Non, je peux vous dire que l'apparition ce qu'il faut bien appeler ovni, est suffisamment forte pour que ça vous marque à vie. Juste une chose, pour qu'on comprenne bien, vous étiez dans les Alpes, donc, hein, oui, c'est ça? Absolument. C'était gros, comment? Écoutez, j'évalue environ, je ne sais pas, peut-être à 2-3 km. C'est difficile. C'était une nuit très belle et c'est difficile à évaluer, mais je dirais peut-être une vingtaine de mètres, mais quelque chose d'assez fort, d'assez puissant et surtout d'extrêmement lumineux. Et vous ne pouviez pas l'écrire plus tôt, parce que depuis 1983, vous auriez pu écrire ce livre. Bon, alors déjà en 1983, je n'étais pas encore. Connu comme aujourd'hui. J'étais pas encore dans le journalisme, etc. Mais si vous voulez, pour moi, Christophe, ce serait beaucoup plus facile d'écrire une biographie de Raphaël Nadal que d'écrire. Bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Justement, et on m'attend. Oui. On m'attendrait davantage. Justement, je voulais surprendre. Je voulais surprendre, mais je voulais surprendre avec la crédibilité qu'on a l'air maintenant de m'accorder. Est-ce que maintenant on peut dire Nelson Maison? Alors là, vous parlez d'une rencontre du troisième type, merveilleusement mise en scène par le réalisateur américain. Voilà, téléphone maison. Moi, j'en suis resté à la rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation. Je ne suis pas à la rencontre du deuxième type, qui est l'objet qui se pose et qui, en général, laisse des traces qui ne sont pas anodines, et encore moins à la rencontre du troisième type, qui est de rencontrer d'éventuels habitants. Mon cher Nelson, non, il est venu nous voir pour OVNI, sommes-nous seuls, chez Michel Lafon, son livre. Alors, bon, on l'a dit tout à l'heure, en 1983, vous observez un phénomène très particulier que vous avez décrit. Comment, pour le livre, là, avec Ivan Kirillov, vous vous êtes documenté pour écrire le livre. Racontez-nous. Déjà, il y a 35 ans d'interrogation, on va dire, de passion. Passion qui a commencé d'ailleurs en suivant les missions Apollo de la NASA. Et puis, il y a 2 ans d'écriture, enfin d'études et d'écriture pour arriver à ce livre. Mais je fais une petite parenthèse concernant la NASA. Nous allons célébrer, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, le 20 juillet 1969, l'alunissage, 50 ans après. En mai 1969, soit 2 mois avant, Apollo 10 s'est lancé donc autour de la Lune. Le module lunaire a décroché du module de commande et est descendu à 10 km de la surface de la Lune. Autant dire qu'ils auraient pu, d'ailleurs, technologiquement, tout à fait se poser sur la Lune. C'est eux qui ont pris tous les risques. Les astronautes, je suis heureux de les citer, Stafford, Cernan et Young sont restés dans l'anonymat, alors que Neil Armstrong, évidemment. Bon, eh bien, quand le module de commande s'est décroché du module principal, le LEM s'est décroché du module principal, si vous avez la curiosité de regarder cette vidéo, Gene Cernan, qui était le pilote, le commandant, a vu 3 ronds sur la droite, et on voit assez clairement cette image. 3 ronds reliés par par une sorte je sais pas dire des tubes, un triangle, si vous voulez. Un peu comme l'atomium à Bruxelles. Exactement, c'est une très bonne comparaison. C'est exactement, Christophe, exactement, qui était là au moment où le module de commande d'Apollo 10, le LEM d'Apollo 10 se décroche du module de commande. Et vous n'allez pas me dire qu'un témoignage comme celui-là, de Gene Cernan et de Tom Stafford, qui sont des astronautes... Donc, tu vois cet objet... C'est un témoignage plus que crédible. En plus, il y a l'image.
Je veux dire, la NASA ne va pas prendre ce genre de risque. C'est ce type de témoignages à partir desquels nous avons écrit ce livre, qui en fait, je crois, un livre sérieux et en même temps agréable à lire. Et j'en suis vraiment très, très heureux et pour te dire assez fier. Et ce qui me fait plaisir, pour reprendre le sondage de Philippe, c'est qu'apparemment, il y a plus de 70% des gens qui ont l'air d'y croire. Donc, nous ne sommes plus des illuminés comme ça aurait peut-être été le cas dans les années 50. Et pourtant, je vais quand même passer la parole à un illuminé qui souhaite s'envoyer en l'air avec vous. C'est Philippe Bilger. Non, Nelson, vous avez déjà en partie répondu à la question, mais je voudrais la formuler de manière un peu provocatrice. Vous avez une telle réputation et notoriété, je connais des auteurs qui tombent dans ce travers. Vous auriez pu mettre votre nom sur n'importe quelle élucubration, le livre aurait été vendu. Vous avez déjà dit à quel point vous avez cherché à échapper à ça, mais il est bon de le préciser encore davantage. Merci Philippe. Écoutez, en vous répondant, je n'avais aucune note sous les yeux. Je peux pas vous dire mieux. Moi, j'ai écrit ce livre, j'en suis extrêmement fier avec Yvan. Encore une fois, c'est une vraie passion que j'ai depuis toujours. Mais encore une fois, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un scientifique. C'est ce qui fait que je pense que le livre est agréable à lire. Et encore une fois, le premier accueil qui m'est fait a l'air extrêmement positif, oui. Et puis après tout, je veux dire, c'est quand même bien, on en parlait un instant pendant la pub, c'est bien aussi d'ouvrir des portes vers l'imagination, voire même un peu vers la poésie. Bah oui, vous avez raison. Et là, c'est le cas dans le livre. C'est ça qui est formidable. Oui, je pose des questions, je donne certaines réponses. C'est pas scientifique, donne pas des certitudes. Voilà. Non, je ne veux pas barber tout le monde. Voilà, donc c'est un livre qui a été agréable à écrire et qui, j'espère, en général, c'est comme ça. De toute façon, Philippe est également auteur. C'est à partir du moment où le livre est agréable. Non, lui, il a un nègre, alors pardon, mais c'est pas lui qui écrit. À partir du moment où le livre est agréable à écrire, il est agréable à lire. Christophe, c'est pour ça que je vends. Racontez-nous cette nuit que vous avez eu l'occasion déjà de raconter, mais elle sert d'ancrage aussi à votre explication. Nous sommes à l'hiver 1983-1984, vous êtes en Savoie dans la station des Arcs. Et soudainement, un objet extraordinairement lumineux, un objet horizontal, on va dire, extraordinairement lumineux, se déplace au-dessus de la cime des montagnes. C'était une très très belle nuit, une nuit noire avec plein d'étoiles. Et puis tout d'un coup, oscille à 45 degrés et fonce à une allure vertigineuse vers le ciel, vers le cosmos. Alors qu'est-ce que ça pouvait être? Sans aucun bruit. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas une comète, ce n'était pas une étoile filante qui n'ont pas du tout les mêmes trajectoires, parce que bon, après je me suis renseigné sur tout ça. Donc c'est effectivement ce que j'appellerais une rencontre du premier type. Je développe ces deux films merveilleux, peut-être du plus grand réalisateur qui existe, Steven Spielberg, réalisateur américain, qui a tout de même signé 2 films sur ce phénomène, E.T. évidemment, et Rencontre du troisième type. Moi c'est une rencontre du premier type, observation, rencontre du deuxième type, tel qu'il y en a eu beaucoup, notamment en France, notamment du côté de la région des Hautes-Alpes, de Gap et autres, où il y a des grands plateaux, l'objet se pose et en général laisse des traces de brûlés très très perceptibles. Il y a également des observations en Corse qui remontent à 1957 pour ça. Et puis la rencontre évidemment du troisième type, celle qui fascine évidemment le plus, c'est le contact. Je vous vois avec des grands yeux, mais c'est vrai que bon, moi j'en suis resté à cette rencontre du premier type. Mais alors en plus ça c'est un témoignage dont je parle dans le livre. Personne n'est obligé de nous croire. Vous étiez avec mais votre je sais épouse. ce que j'ai vu. Oui, vous étiez deux. Oui, nous étions 2. Non, j'étais avec des amis. Oui, avec des amis. Nous étions 3. Ouais. Voilà. Mais sauf que j'ai dit, mais regarde. Et puis, moi, à la fin, il restait. Allez, quelle était la durée de l'observation? Je dirais peut-être une 15 à 20 secondes, mais c'est très long, 15 à 20 secondes. Et eux, je dis, mais regarde. Et puis à ce moment-là, quoi? Et puis voilà. Deux patrouilles qui m'ont refait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. Cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. You think it's the best place for see UFO? But I think this is one of the better places to view strange things in the sky. Enfin, la voici. Ok. La zone 51. Jamais j'aurais pensé faire une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, je pense que vous savez très très bien de quoi il s'agit. La zone 51 est une base militaire américaine qui se trouve en plein milieu du désert du Nevada. Elle est secrète et hautement sécurisée et à l'intérieur on teste tout un tas d'appareils expérimentaux. Du moins,
C'est ce qu'on pense, parce qu'on sait rien du tout en fait. C'est une zone qui fait fantasmer beaucoup de personnes, il y a beaucoup de théories autour de la zone 51. On parle d'aliens, on parle de conspiration, je pense que vous savez, vous connaissez très très bien le sujet. Comme c'est strictement interdit d'accès pour les civils et c'est très secret, je me suis toujours dit, laisse tomber, ça sert à rien d'aller à la zone 51. Autant rester dans le bunker, faire un face cam et puis parler comme ça de l'histoire un peu du lieu. Et il se trouve que j'étais pas loin et je suis venu voir à quoi ça ressemblait. Il y a vraiment une atmosphère assez intéressante. Visuellement, c'est ouf, les paysages sont incroyables. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça peut être une très bonne vidéo, ça peut être génial en fait. Du coup, on va y aller ensemble pour s'intéresser à la zone 51 et ses histoires. J'espère que vous êtes prêts à dépasser le mur du son. C'est parti. Sur le bord de la route, il y a cet énorme hangar. On est au centre de recherche Alien. Alors le nom, tu as l'impression que c'est vraiment en plus, c'est assez cool, tu vois, l'environnement avec les décors, les normes aliens. Mais en fait, c'est simplement un magasin qui regroupe plein d'articles par rapport aux aliens et tout le folklore de la région. Voilà, on est simplement sur un shop touristique sur la route extraterrestre. Alors j'ai parlé un petit peu avec les gens à l'intérieur, c'est des locaux, des gens qui habitent dans la région depuis longtemps et ils n'ont pas des preuves précises ou des choses incroyables à nous raconter, non. Ils peuvent vous indiquer quelques routes pour aller par exemple au portail de la zone 51, là où les civils peuvent juste aller, juste avant de rentrer dans la zone militaire, mais voilà, il n'y a pas de preuves ou de trucs incroyables. Voilà. On va continuer cette route en direction de Rachel. Rachel, c'est la ville la plus proche de la zone 51. Donc c'est parti. Cette route extraterrestre s'étend sur 158 km entre Crystal Spring et Warm Spring. Elle traverse en grande partie un désert inhabité et surtout, elle longe la zone militaire. Elle s'appelle officiellement l'autoroute extraterrestre, c'est l'Office du tourisme du Nevada qui a officialisé en 1996 le surnom qu'elle avait déjà. Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui sont venus ici et qui ont dit avoir observé des ovnis. Une des routes les moins utilisées du Nevada. Il y a très peu de personnes qui viennent ici. Ah là, je me suis arrêté sur le bas-côté pour pouvoir observer la zone. Donc là, je me trouve actuellement dans l'endroit où il y a le plus d'observations d'ovnis des États-Unis. Donc c'est dans cette zone-là, tout autour de moi. Et la zone 51, elle se trouve là-bas, juste en face. Ok. Pour l'instant, en tout cas, c'est très très joli, c'est très calme. J'ai pas vu encore de petits aliens, mais par contre j'ai vu 2 coyotes. Donc je suis hyper content. Allez, on continue. Bon, parlons un peu de cette zone 51. D'abord, il y a cette plus grande zone de 12 000 km², le Nellis Air Force Range. C'est un territoire qui est contrôlé par l'USAF, la force aérienne des États-Unis. La grande zone a notamment connu des essais nucléaires. Et notre zone 51 est juste ici. Alors, elle a l'air toute petite comme ça, mais c'est quand même 155 km². La zone a aussi beaucoup de surnoms, genre Dreamland, Neverland, Paradise Range, The Box et plein d'autres trucs encore. Moi, c'est dans la série X-Files que j'ai découvert cet endroit. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a tout un tas de théories d'ufologues et de conspirationnistes qui sortent sur cet endroit parce qu'en fait, on ne sait rien et forcément, ça fait fantasmer. Pour certains, cet endroit aurait un lien avec le crash à Roswell. Là où un prétendu vaisseau spatial extraterrestre se serait crashé en 1947. Le gouvernement cacherait des corps et des vaisseaux d'aliens dans la zone.
Il faut savoir qu'elle n'est jamais apparue sur une carte avant ces dernières années. Et le gouvernement américain a longtemps rien dit dessus. Mais depuis 2013, 6 ans seulement, c'est pas très vieux, les autorités ont reconnu l'existence de la zone 51 grâce à des documents déclassifiés par la CIA, qui parlent d'essais secrets de l'U-2, un avion espion développé dans les années 50 en pleine guerre froide. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Ce lieu a été encore plus popularisé à cause d'une histoire qui est apparue en 1989. Un certain Robert Scott Lazar, aussi appelé Bob Lazar, a affirmé avoir travaillé au secteur 4, un lieu proche de la zone 51. Dans une interview pour la télé à Las Vegas, il explique qu'il a bossé sur des engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, ces révélations ont été mises en doute après des recherches par des médias qui n'ont rien trouvé de son cursus professionnel. De son côté, il a dit que c'était le gouvernement qui avait effacé les preuves. Ce n'est pas le seul scientifique à avoir raconté ce genre d'histoire, mais le problème, souvent, ces récits sont toujours très bancals. Là, on arrive sur une place mythique rattachée à toutes ces histoires d'aliens, la Black Mailbox. La Black Mailbox est devenue un lieu de référence pour observer les ovnis. Et tout un mythe s'est créé autour de la boîte aux lettres, seule au bord de la route. Le problème, c'est que cette boîte aux lettres appartient vraiment à quelqu'un, à Steve Medlin, qui a un ranch juste à côté. Sa boîte a souvent été vandalisée par des gens qui voulaient soit vérifier son courrier, soit écrire aux extraterrestres. Et aujourd'hui, en 2019, il ne reste plus grand-chose des boîtes aux lettres. Ce lieu est devenu super mythique pour ça. Il y a des gens qui sont venus plusieurs jours camper ici pour avoir peut-être la chance d'observer ces objets non identifiés. Ces objets volants non identifiés, putain. Bon, vous me connaissez, mes amis terriens. Et je crois que c'est bien beau de raconter des histoires, mais surtout, il est grand temps d'aller voir à quoi ressemble la zone 51 de près. On va s'en approcher en empruntant une route qui va droit sur la zone. Et je dois vous avouer qu'à ce moment précis, je me sentais pas bien. Parce que j'avais besoin de péter. Et bien voilà, je suis arrivé à la limite d'où je pouvais aller. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais avec une... je sais pas, un poste de garde, etc. Mais en fait, non, c'est juste des panneaux comme ça. Voilà, là, je suis dans la partie civile et je peux pas aller plus loin. Vraiment, je peux pas aller plus loin. C'est une zone ultra surveillée, ultra sécurisée. Vous connaissez le truc. Il y a des barbelés, etc. Si je vais plus loin, je peux me faire arrêter, aller en prison et puis même me faire tirer dessus. Voilà, il y a des histoires comme ça qui traînent. Cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. J'ai toujours trouvé ça un peu naze d'aller aux abords de la zone 51, enfin ça sert à rien. Et en fait, c'est quand même pas mal. Il y a une atmosphère un peu bizarre, enfin tu te dis, voilà, il se passe des choses de l'autre côté. On pourra pas aller plus loin les gars, mais c'était déjà pas mal. J'ai pas eu le temps de plus filmer parce que sans rigoler, une patrouille est arrivée sur moi. 2 patrouilles qui viennent d'arriver, qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. C'est interdit de filmer, hein. Du coup, je vais me barrer parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu. Et il n'y a pas le droit de photographier, il n'y a pas le droit de filmer. Voilà, on va se barrer vite. Je suis arrivé dans la ville de Rachel, c'est une toute petite ville d'une 50aine d'habitants, mais c'est surtout la ville la plus proche de la zone 51. Et ici aussi, on surfe pas mal sur la vague des aliens avec ce motel-restaurant. C'est un peu l'endroit principal de la ville où il y a toute une déco autour des extraterrestres.
Petite anecdote assez sympa sur Rachel, il y a eu une avant-première du film Independence Day avec Will Smith. Ils l'ont faite ici avec des producteurs et certains acteurs du film pour le lancement du film. Étant donné que dans le film, il parle de la zone 51, le cadre était donc parfait. Et en plus de ça, ils ont emprisonné une capsule temporelle qu'ils ont enfermée à l'intérieur de ce monument qui peut ouvrir en 2050. Voilà, encore une anecdote pour cultiver le mythe de l'extraterrestre. Tout à l'heure en me baladant, j'ai fait la rencontre d'une personne incroyable, je vais vous la présenter, qui est là depuis quelques années et qui a sûrement des choses à raconter. C'est un passionné d'OVNI, on va aller voir avec lui. Là, il m'invite chez lui, on va discuter un petit peu. C'est complètement improbable. J'ai rencontré Laster. Ça fait 25 ans qu'il vient ici, lui, pour observer le ciel. Et je pense qu'il a des choses à nous raconter, à nous expliquer. My first year coming out here, that year I seen a fireball coming in the sky. It came in and then slowed down and then stopped. And then there was a silver sphere that came around it. And then the whole thing turned silver. Then it expanded just a little bit and then went out. Completely went out. You think it's the best place for see UFO or aircraft? I think so. Because of the military base, we don't know, I don't know, whether maybe they've made contact or whether they've re-engineered, back-engineered craft that they've downed or found crashed and built their own craft. I don't know. But I think this is one of the better places to view strange things in the sky. One of the reasons I still like to come here is because people that come here from different countries, they believe the same as I do, that we're not alone in this world, and so they come out here because there's other people that's maybe seen something, and we can just sit and have a beer and talk. And you believe at the... Oh yeah, I think we'd be foolish to think that we're the only ones in this universe, whether they be reptilian or anything else, I don't know. But I think it'd be foolish to think that we're the only ones. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est clair que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans la galaxie. Par contre, de là à dire que des êtres visitent la Terre ou que des appareils extraterrestres survolent des déserts, je suis moins sûr. Vous voulez mon avis? Tout ce qu'on voit dans la région, c'est effectivement des engins militaires, ou alors sur internet des fakes ou des choses naturelles qui peuvent s'expliquer, comme un nuage par exemple. La vidéo aurait pu s'arrêter ici, mais vous avez lu le titre. Je ne voulais pas quitter la région sans voir de mes propres yeux une des bases les plus secrètes de la Terre. Alors je me suis renseigné et j'ai pris connaissance d'un chemin qui menait à une montagne sur laquelle on pouvait voir la zone. Du coup là je suis en train d'y aller, il est 4h du matin. Et pourquoi je me lève aussi tôt? Pour deux raisons, pour éviter la chaleur. Et la deuxième raison c'est pour avoir la bonne lumière. Le soleil se lève à l'est, du coup je vais l'avoir dans le dos, ce sera parfait pour faire des images. Le problème c'est que les gens qui m'ont parlé de ce chemin m'ont bien dit qu'il fallait avoir un très bon 4x4. Chose que je n'avais pas, mais j'ai pas renoncé. Et j'ai quand même essayé de me rapprocher un maximum. C'est super sablonneux en fait, et puis la voiture elle s'est embourbée plein de fois. J'ai galéré à plein d'endroits, donc je m'arrête ici, c'est beaucoup mieux. J'ai 8 km encore à parcourir avant mon point d'observation. 8 km je pense en 2h, 2h30, j'arrive à atteindre ça. Pour ramener des images de la base. Notre objectif est là-haut, tout en haut de cette montagne. Ah c'est magnifique. C'est magnifique, putain. Mes conneries ça m'amène quand même dans des paysages magnifiques, ultra sauvages. Tout à l'heure je marchais, j'ai trébuché, j'ai failli me péter la gueule. C'est un joli bouquet de cactus. Ok, moi je suis dans la pampa ici et je dois rejoindre ce chemin là, marcher encore 2 ou 3 kills pour arriver au sommet. C'est un peu le bordel, c'est plus dur et plus long que prévu. Je dois passer par des endroits très très accidentés. Du coup, putain ça m'a ralenti une chier. Donc ça c'est la route, c'est là d'où je viens. Je viens de me faire surprendre par un rattlesnake, c'est un serpent à sonnette. Là je suis à 5 mètres de lui parce qu'il est pas content et je vais pas faire plus, tu vois, parce qu'il est vraiment en mode casse-toi d'ici quoi. C'est impressionnant le bruit qu'elle fait, je sais pas si vous arrivez à entendre. Magnifique.
Oh my god! Oh mon Dieu! C'est un serpent à sonnette! C'est un magnifique prédateur! Et une rencontre incroyable! Je lui ai fait peur en débarquant dans son espace. Il me le fait bien comprendre en faisant vibrer le bout de sa queue. Les cas mortels restent rares, mais les morsures sont dangereuses. Du coup, si vous en voyez un, ne vous approchez pas, admirez-le de loin. Et prenez les précautions nécessaires si vous allez vous balader dans le désert. Get out, ok? Vous regardez, Bob Cobra, l'herpétologue. Putain, je kiffe vous transporter avec moi et vous filmer des choses comme ça. Et tout est magnifique. La petite aventure, la vidéo, l'environnement. Ah, c'est trop stylé. Me voici au sommet. Regardez. Pas mal. Je vous montre ça. Regardez comme c'est beau. Waouh. On est à 2400 mètres. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Et ce qui nous intéresse est juste devant moi, à la base. Enfin, la voici. La base la plus secrète des États-Unis. À vol d'oiseau, on est à environ à 10 km. On voit plusieurs bâtiments, il y a des hangars, une sorte de tour, plusieurs pistes d'atterrissage. Putain, c'est quand même pas mal. Par contre, on va pas faire trop long parce que là, juste à côté de moi, il y a une sorte de station météo. Mais il y a surtout de nouveau une petite caméra. Heureusement que je tourne cette vidéo, que je suis monté jusqu'ici parce que je viens de trouver la preuve ultime de l'existence des extraterrestres. Oh, regardez ça, il est génial! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Il y a maintenant 2 semaines, j'ai posté une vidéo qui essaye de répondre à cette question. Pourquoi ne sommes-nous jamais retournés sur la Lune? J'ai parlé d'idéologie, de politique, d'économie, de l'évolution de la conquête spatiale, etc. Je n'ai même pas parlé de complotisme dans cette vidéo. Et pourtant, chaque matin, chaque soir dans les jours qui ont suivi la publication de cet épisode, j'ai reçu un nombre astronomique, sans mauvais jeu de mots, de commentaires complotistes. La vidéo a beaucoup marché, elle a aussi fait beaucoup réagir avec presque 600 commentaires. Sauf que le vrai nombre de commentaires est beaucoup plus élevé, genre 800 commentaires. Une immense proportion de ces commentaires sont des gens qui vont réfuter tout ce que j'ai dit dans la vidéo, me traitant de tous les noms au passage, et vont exposer les mêmes arguments déjà débunkés des centaines de fois en disant qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Nous sommes arrivés à un stade où aujourd'hui il n'est même plus possible de parler de tel ou tel sujet en astronomie sans qu'il y ait des cons qui viennent se la péter en disant qu'ils détiennent la vraie vérité et en réfutant tout ce qu'on dit. Et ce, sans émettre le moindre argument, sans émettre la moindre réflexion intelligente. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de leur répondre, une bonne fois pour toutes. Je vais faire exactement comme eux. Dans cette vidéo, je vais démontrer l'existence d'un complot. Un complot de l'ordre mondial. Je vais dénoncer ce complot et aussi dénoncer ceux qui se cachent derrière ce complot et qui sont les organisateurs. Ce complot est d'ordre mondial et il fait même appel à des questions existentielles que se pose l'homme depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité sur les soucoupes volantes. La théorie des soucoupes volantes, tout le monde la connaît. Pour faire simple, les soucoupes volantes sont des espèces de vaisseaux extraterrestres qui se cachent sur notre planète sans que personne ne s'en aperçoive. Ou presque. Certains pensent qu'il s'agit d'êtres de lumière venus nous éveiller à la spiritualité cosmique, d'autres affirment que les gouvernements mondiaux sont dans le coup et qu'ils cachent les technologies aliens au grand public. Le mythe des soucoupes volantes fait partie des théories du complot les plus propagées sur Internet. Elle a aussi grandement influencé la culture populaire. En effet, toutes les histoires d'extraterrestres sur Terre sont techniquement influencées de la théorie des soucoupes volantes. Mais avant que je vous expose ce fameux complot sur les soucoupes volantes, parce qu'il y en a un, il serait peut-être temps de voir d'où vient cette expression, et surtout d'où vient ce phénomène mondial.
Pour cela, nous allons remonter dans le temps et nous allons faire un petit peu d'histoire. Nous sommes en juin 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 24 juin de cette année, l'aviateur américain Kenneth Arnold survole le mont Rainier dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Mais il sera cependant témoin d'un événement très étrange. Il rapporte avoir vu 9 objets volants non identifiés qui se déplacent d'une manière encore jamais vue auparavant. Il est décrit comme arrondi à l'avant, triangulaire à l'arrière et se déplaçant à une vitesse jamais atteinte, environ 2 fois la vitesse du son. Pour rappel, à l'époque, on n'avait encore jamais atteint le mur du son. Il faudra attendre le 14 octobre de cette même année. En rentrant à la base, Kenneth témoigne ce qu'il a vu et sera rapidement interviewé par le journal local. Arnold raconte précisément ce qu'il a vu aux journalistes, mais ces derniers vont interpréter différemment ses réponses. Ces fameux objets, circulaires à l'avant, triangulaires à l'arrière, et qui font des bonds, les journalistes vont appeler ça des soucoupes volantes. Alors que c'est pas ce que Kenneth a vu, non. Lui, il a vu des objets qui faisaient des bonds, pas des soucoupes volantes. Mais c'est trop tard, le journal est publié, et c'est tout l'état de Washington qui est en fascination pour cette histoire. Un aviateur, en survolant une montagne, aurait vu des soucoupes volantes. Alors que non, en fait. 10 jours plus tard, le 4 juillet 1947, un ballon sonde se crache tout près de la ville de Roswell. Vous connaissez tous cette histoire, elle est devenue culte. Et malheureusement, de très nombreuses théories conspirationnistes circulent sur son sujet, expliquant qu'en fait ce ballon sonde est en fait une soucoupe volante, un extraterrestre qui s'est craché sur Terre. Et bizarrement, sans aucune raison particulière, à partir du début des années 50, c'est tous les États-Unis qui commencent à voir des soucoupes volantes absolument partout. Justement, au début des années 50, le nombre de témoignages va exploser sur les ovnis, les soucoupes volantes, etc. On associa rapidement les soucoupes volantes aux extraterrestres, pour vendre encore plus de rêves, et c'est ainsi qu'est née une nouvelle théorie du complot. Les extraterrestres vivent sur Terre et se déplacent par le biais de soucoupes volantes. En 1963, le gouvernement américain et la NASA décident de créer le Deep Space Network, un réseau de radiotélescopes qui permet d'écouter l'univers à travers les ondes radio, et par la même occasion, détecter une civilisation extraterrestre. La NASA a très envie de découvrir des aliens, mais pas de la même manière que les complotistes. Ils pensent que le meilleur moyen de détecter une forme de vie intelligente, c'est par les ondes. Et quand je dis ondes, je veux dire n'importe quelle onde qui se balade dans le cosmos. Aujourd'hui, le réseau Deep Space est toujours en activité, et des dizaines de complexes de radiotélescopes écoutent le ciel avec une grande précision. Sauf que ça, c'est la version chiante de la recherche de la vie extraterrestre. Non. Les gens, eux, ils préfèrent les ovnis, les soucoupes volantes. Ça vend plus de rêves et c'est plus passionnant. Non seulement ça vend du rêve, mais aussi ça entretient le mythe, et ça fait un petit peu chier la NASA et le gouvernement américain. Quand un témoignage devient suffisamment populaire, on demande son avis à la NASA, et les astronomes répondent souvent qu'ils ont un petit peu autre chose à faire que de répondre à des témoignages à la con. Quand une histoire d'OVNI envahit les médias, la NASA ne préfère pas répondre, et ne pas divulguer des informations ou des fake news. Et c'est ainsi qu'au fil du temps, une nouvelle théorie du complot bien plus vénère que la précédente fait son apparition. Les extraterrestres sont sur Terre, mais sont cachés par le gouvernement et la NASA. Cette théorie va énormément influencer la culture populaire et va rendre célèbre une certaine base américaine, la Zone 51. Tout le monde connaît la Zone 51. Il s'agit de la base Edwards, se situant dans le désert du Nevada, qui est une base militaire américaine privée qui sert à tester des objets expérimentaux ainsi que des programmes financés par la CIA. L'un des plus célèbres exemples est le fameux SR-71, l'un des avions les plus rapides du monde. Mais la Zone 51 sera surtout célèbre pour ses théories du complot. Les gens accusent le gouvernement américain et la NASA de faire plusieurs choses secrètes à l'intérieur de la Zone 51, à savoir que la CIA est propriétaire de cette base et qu'elle aurait, dans le plus grand secret, mis au point des réacteurs pour des avions furtifs durant la guerre froide. L'étude d'appareils extraterrestres très complexes, la fabrication de technologies liées aux technologies aliens et des rencontres régulières avec les extraterrestres. Des réunions secrètes dans le but d'organiser un gouvernement mondial. Le développement d'une énergie très puissante capable de contrôler le climat, etc., etc. Je n'ai même pas la force de citer tous les exemples de théories du complot.
Les théories sur la zone 51 se sont massivement popularisées à partir des années 70 et ont explosé à partir des années 2000 avec le développement des forums sur Internet. Il y a quelques semaines, un groupe Facebook s'est créé dans le but d'envahir la zone 51 pour prouver l'existence des extraterrestres. Cette tentative massive de force se déroulera le 20 septembre prochain, et 1 million de personnes sont déjà prêts à le faire. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de conspirationnistes qui ont des idées physiques, des idées violentes, concrétiser une action de complotiste. Sans parler des dizaines de millions de personnes qui soutiennent ces gens ou qui se contentent simplement de croire à cette théorie du complot. Mais il y a une petite difficulté supplémentaire. Bah ouais, sinon c'est pas rigolo. Quiconque pénètre dans l'enceinte de la zone 51 sans autorisation et de son plein gré se voit dans le meilleur des cas être arrêté par les autorités ou dans le pire des cas, exécuté. On peut littéralement vous tirer dessus et à vue si vous décidez de pénétrer dans la zone 51. Et cette information-là est souvent prise par les conspirationnistes pour justifier le fait qu'il y ait des extraterrestres dans cette base et que le gouvernement est prêt à tout pour le cacher. Sauf qu'en fait, la chose que les complotistes ne veulent pas vous dire, c'est que cette spécificité, elle s'applique à plein d'autres bases militaires dans le monde. Si jamais je décide de mon plein gré et sans autorisation de pénétrer dans une base militaire en France ou même sur un tarmac d'aéroport, dans le meilleur des cas, je serai arrêté. On va m'interroger, me mettre en garde à vue, je risque même une peine de prison et une très très forte amende. Et dans le pire des cas, je peux être exécuté. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des aliens dans cette base militaire? Non, c'est parce que c'est une base militaire privée et que tout le monde ne peut pas y entrer n'importe comment. Si vous décidez délibérément de violer cette règle et de n'en faire qu'à votre tête, vous pouvez littéralement vous mettre en danger de mort. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il y a un complot avec des aliens. Et ça, la majorité des conspirationnistes ne veulent pas le comprendre. Ou en tout cas font exprès de ne pas le comprendre. Mais peut-être qu'après tout, les gens ne sont pas prêts à découvrir la vérité. La vraie vérité. Pas celle qui arrange les complotistes. Vous voulez connaître la vérité sur les soucoupes volantes, les petits hommes verts dans la zone 51, ou le complot du gouvernement américain? Vous voulez vraiment savoir la vérité? Alors c'est parti. Les soucoupes volantes et les théories du complot sur la zone 51 représentent un complot mondial, précisément parce qu'il n'y a jamais eu de soucoupe volante sur Terre. Le terme soucoupe volante vient d'une déformation journalistique lorsque l'on a interviewé Kenneth Arnold en 1947. L'intégralité des témoignages d'OVNI, le phénomène mondial des soucoupes volantes, est basé sur un mensonge. Quant aux membres de ce complot, eh bien ce sont les complotistes eux-mêmes. Ce sont eux qui vont inventer des vérités et laver le cerveau des gens pour qu'ils puissent croire aux mêmes conneries qu'eux. Ce sont eux qui manipulent, parfois même de manière dangereuse pour arriver à leur fin. Ce sont eux qui se comportent comme des prosélytes et qui sont prêts à tout pour qu'un maximum de personnes se rallient à leur cause. Ce sont eux qui cachent la vérité. La vraie vérité que les complotistes ne veulent jamais entendre. Cette vérité, c'est celle-ci. C'est qu'il n'y a jamais eu de soucoupe volante sur Terre. La majorité des gens qui voient un ovni sont soit soumis à une illusion d'optique, soit soumis à un phénomène qu'ils ne connaissent pas mais qui est bien réel. Sauf qu'ils sont tellement biberonnés par les théories du complot qu'ils se mettent directement à croire que ce sont des extraterrestres. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche tellement bien que c'est devenu la théorie du complot la plus propagée sur Internet. Et ce, sans émettre le moindre argument valable, la moindre réflexion, la moindre méthodologie scientifique. Rien. Non, c'est que de la merde. Mais comme les gens veulent pas s'intéresser aux vraies choses de la science, eh bien ils sont prêts à croire absolument tout et n'importe quoi. Sans parler des gens qui se disent chercheurs de vérité et qui se font du pognon sur la crédulité des gens en vendant soit des bouquins ou alors des stages d'observation d'OVNI à 1500 balles. Vous vouliez du complot? Vous vouliez des gens qui vous manipulent et qui tronquent la vérité? Vous l'avez votre complot. La recherche de la vie extraterrestre est un sujet passionnant malheureusement éclipsé par les théories de merde qui attirent plus les gens que les vrais travaux des agences spatiales. Je suis sûr qu'il y aura des conspirationnistes qui regarderont cette vidéo. Et vous savez quoi? Je n'ai que faire de leurs commentaires. Parce que je veux qu'ils sachent la vérité. La vraie vérité. Pas celle que les complotistes manipulent et triturent pour donner une vision biaisée du monde. Nous n'avons encore, à ce jour, aucune preuve de l'existence d'une forme de vie extraterrestre, qu'elle soit intelligente ou non, qu'elle se situe sur Terre, dans les océans, en orbite terrestre, dans l'espace, dans la galaxie, aucune preuve. Il y a des milliers de personnes qui travaillent activement sur ce sujet depuis 70 ans.
Et c'est pas des gens sur internet qui vont les gêner. Je reçois souvent un argument de la part des conspirationnistes qui me disent que si jamais on découvre des extraterrestres dans la zone 51, j'aurais tort et donc, je passerai pour un con. Cet argument est très souvent relayé, mais méfiez-vous, parce qu'il n'est pas valable une seule seconde. Je m'explique. Si jamais on découvre des aliens dans la zone 51, j'aurais tort. Et j'aurais eu des raisons d'avoir tort. Parce que moi je ne crois pas sans preuve. Je ne crois pas en l'absence de preuves vérifiables, calculables et empiriques. Et donc je ne passerai pas pour un con, parce que j'aurais eu des raisons d'avoir tort. Et eux, ils auraient eu raison, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'ils croient à tout et n'importe quoi. Et si jamais on vient à prouver qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans la zone 51, ce qui est, disons-le, fort probable, eh bien c'est eux qui passeront pour des cons. Et ce, toute leur vie. Et vous savez quoi, le pire ? C'est qu'à la base, cette fameuse affaire sur la zone 51, le plan d'invasion, d'attaque, etc., c'était une blague. Un canular par 2 internautes de Facebook qui voulaient simplement troller les gens. Sauf qu'il y a tellement de personnes qui se sont ralliées à ça que ça a pris des proportions démesurées. Et je peux vous assurer que dans le million de personnes qui soutiennent ce groupe, il y en a plus d'un qui prennent ça très au sérieux. Pour conclure sur cette vidéo, les théories sur la zone 51, c'est de la merde. Les soucoupes volantes, c'est de la merde. Et je trouve ça triste d'avoir un sujet aussi beau et intéressant que la recherche de la vie extraterrestre dans l'univers, voire se faire piétiner par des théories du complot qui ne racontent que des bêtises. Dans tous les cas, je supprimerai les commentaires conspirationnistes en dessous de cette vidéo. Parce que je sais exactement ce qu'ils vont dire. Ils vont me traiter de menteur ou de m'insulter de tous les noms, et ils vont exposer les mêmes arguments qui ont déjà été débunkés des milliers de fois. En gros, ils parlent pour ne rien dire. Et si une personne parle pour ne rien dire, eh bien je vois pas l'intérêt de laisser ce commentaire dans ma section. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de complot dans chaque épisode. La prochaine vidéo abordera un sujet qui n'a rien à voir, mais qui pourtant sera quand même passionnant, je peux vous le garantir. Parce que l'astronomie, même sans les théories du complot, ça reste passionnant. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, sachez que le silence éternel des complotistes me ferait le plus grand bien. Allez, à bientôt!